Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la suite des fables de La Fontaine. Donc nous avions déjà lu dans des précédentes vidéos le livre premier et le livre second. Donc aujourd'hui, nous allons lire les fables du livre troisième. Le meunier, son fils et l'âne. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La Finde est un pays plein de terres désertes. Tous les jours nos auteurs y font les découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois à Racan, Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, disciples d'Apollon, nos maîtres, pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoin, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins. Racan commence ainsi. Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avez déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé. À quoi me résoudrais-je? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cour? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter. Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus, contenter tout le monde, écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là. Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit et d'aventure passe 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. Oh là-haut, descendez que l'on ne vous le dise. Jeune homme qui menait la quai à barbe grise. C'était à vous de suivre, ô vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre et puis le vieillard monte. Quand 3 filles passant, l'une dit: c'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils. Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après main Golibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en groupe. Au bout de 30 pas, une 3e troupe trouve encore à gloser. L'un dit: ces gens sont fous, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leur coup. Et quoi charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. Parbieu, dit le meunier, est bien fou du cerveau, qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne se prélassant marche seul devant eux.
Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode. Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser, je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit. Beau trio de Baudet, le Meunier repartit. Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement. Les membres et l'estomac. Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage, à la voir d'un certain côté, mais Sir Castor en est l'image. S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent. De travailler pour lui les membres se lassant, chacun d'eux résolu de vivre en gentilhomme. Sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster, il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécût d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme, et pour qui? Pour lui seul, nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait, les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement, tout tire d'elle l'aliment. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat, maintient le laboureur, donne paix aux soldats, distribue en 100 lieux ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Ménénius le sut bien dire. La commune s'allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'il avait tout l'empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité. Au lieu que tout le mal était de leur côté, les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple hors des murs était déjà posté. La plupart s'en allaient chercher d'une autre terre quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables, et par cet apologue, un signe entre les fables, les ramena dans leur devoir. Le loup devenu berger. Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage crut qu'il fallait s'aider de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, fait sa houlette d'un bâton, sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau ». Sa personne étant ainsi faite, et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement. Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire, et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire, mais cela gâta son affaire.
Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son, les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup, dans cette esclandre, empêché par son hoqueton, ne put ni fuir ni se défendre. Toujours par quelque endroit fourbe se laisse prendre, quiconque est loup agit sans loup, c'est le plus certain de beaucoup. Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gent marécageuse, gent fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière, et leur troupe à la fin se rendit familière, jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours coi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et Grenouille de se plaindre et Jupin de leur dire. Et quoi, votre désir à ces lois croit-il nous astreindre? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement, mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc, des plus hauts encore nés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez, l'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc: que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur, le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes mets le vent à l'aide de cette machine. De ce lieu-ci je sortirai, après quoi je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurai jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel dut, dit-il, donner par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors, tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. L'aigle, la laie et la chatte. L'aigle avait ses petits au haut d'un arbre creux, la laie au pied, la chatte entre les deux, et sans s'incommoder, moyennant ce partage, mère et nourrisson faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit: notre mort, au moins de nos enfants, car c'est tout un homère, ne
possible guère. Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment cette maudite laie et creuser une mine. C'est pour déraciner le chêne assurément, et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés, qu'ils s'en tiennent pour assurer. S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte. Au partir de ce lieu, qu'elle remplit de crainte, le perfide descend tout droit à l'endroit où la laie était en gésine. Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire, son courroux tomberait sur moi. Dans cette autre famille ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir ni pourvoir aux besoins de ses petits, la laie encore moins. Sotte de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent pour secourir les siens dedans l'occasion. L'oiseau royal en cas de mine, la laie en cas d'irruption. La faim détruisit tout, il ne reste à personne de l'agent Marcassine et de l'agent Aiglone, qui n'a là de vie à trépas, grand renfort pour messieurs les chats. Qui ne sait point ourdir une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse. Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore, celui qu'a meilleur droit, tout l'univers à bord, c'est la fourbe, à mon avis. L'ivrogne et sa femme. Chacun a son défaut, où toujours il revient, honte, ni peur, ni remédie. Sur ce propos, d'un conte il me souvient, je ne dis rien que je n'appuie de quelque exemple. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course, qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps. Un luminaire, un drap des morts. Oh, dit-il, qu'est ceci? Ma femme est-elle veuve? Là-dessus son épouse, en habit d'alecton, masqué et de sa voix contrefaisant le ton, bientôt prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux alors ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. Quelle personne es-tu? Dit-il à ce fantôme. La célérière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux qu'enclôt la tombe noire. Le mari repart sans songer. Tu ne leur portes point à boire. La goutte et l'araignée. Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée également à redouter. Or, avisons au lieu qu'il vous faut habiter. Voyez-vous ces cases étraites et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés, je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici 2 bûchettes, accommodez-vous ou tirez. Il n'est rien, dit l'aragne, aux cases qui me plaisent. L'autre, tout au rebours, voyant les palais pleins de ces gens nommés médecins, ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, s'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme, disant « Je ne crois pas qu'en ce poste je chôme, ni que dans déloger et faire mon paquet, jamais Hippocrate me somme. » L'aragne cependant se campe en un lambris, comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie. Travail à demeurer, voilà sa toile ourdie, voilà des moucherons de prix. Une servante vient balayer tout l'ouvrage, autre toile, tissu, autre coup de balai.
question tous les jours des ménages. Enfin, après un vain essai, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse mille fois que la plus malheureuse aragne. Son hôte la menait tantôt fendre du bois, tantôt fouir, ouer, goutte bien tracassée, et dit-on à demi pensée. Oh, je ne saurais plus, dit-elle, y résister. Changeons ma sœur l'aragne et l'autre d'écouter. Elle la prend au mot, se glisse en la cabane. Point de coup de balai qui l'oblige à changer. La goutte d'autre part va tout droit se loger chez un prélat qu'elle condamne à jamais du lit ne bouger. Cataplasme, Dieu sait, les gens n'ont point de honte de faire aller le mal toujours de pis en pis. L'une et l'autre trouva de la sorte son compte et fit très sagement de changer de logis. Le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc, étant de frairie, se pressa, dit-on tellement, qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup qui ne pouvait crier. Près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. Votre salaire, dit le loup. Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir mon gosier retiré votre cou. Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. Le lion abattu par l'homme. On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé, les regardant en tirait gloire. Un lion en passant rabattit leur caquet. Je vois bien, dit-il, qu'en effet on vous donne ici la victoire, mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus, si mes confrères savaient peindre. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Le cygne et le cuisinier. Dans une ménagerie de volatiles remplis vivaient le cygne et l'oison. Celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût, l'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisant leur galerie, tantôt on les eût vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne et le tenant au cou. Il allait l'égorger puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris et vit bien qu'il s'était mépris. Quoi, je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe. Non, non, ne plaise au Dieu que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. Ainsi dans les dangers qui nous suivent en groupe, le doux parler ne nuit de rien. Les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerres déclarées, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maints habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc, on donne des otages, les loups leurs louveteaux, et
l'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui sur leur foi reposaient sûrement furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Le lion devenu vieux. Le lion, terreur des forêts, chargé dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval, s'approchant, lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte, qu'en voyant l'âne même à son antre accourir. « Assez trop, lui dit-il, je voulais bien mourir, mais c'est mourir deux fois que souffrir des atteintes. » Philomène et Progné. Autrefois, Progné l'hirondelle de sa demeure s'écarta et loin des villes s'emporta, dans un bois où chantait la pauvre Philomèle. « Ma sœur, lui dit Progné, comment vous portez-vous? Voici tantôt 1000 ans que l'on ne vous a vu. Je ne me souviens point que vous soyez venu depuis le temps de Thrace habiter parmi nous. Dites-moi, que pensez-vous faire? Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire? » « Ah, reprit Philomèle, en est-il de plus doux? » Progné lui repartit. « Et quoi cette musique pour ne chanter qu'aux animaux, tout au plus à quelques rustiques? Le désert est-il fait pour des talents si beaux? Venez faire aux cités éclater leurs merveilles, aussi bien en voyant les bois. Sans cesse il vous souvient que Thérée autrefois, parmi des demeures pareilles, exerça sa fureur sur vos divins appas. Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas. En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage. La femme noyée. Je ne suis pas de ceux qui disent ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. Je dis que c'est beaucoup et ce sexe vaut bien que nous le regrettions puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit en cette fable d'une femme qui dans les flots avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, des gens se promenaient ignorant l'accident. Ce mari donc leur demandant s'il n'avait pas de sa femme aperçu nulle trace. Nulle, reprit l'un d'eux, mais cherchez-la plus bas, suivez le fil de la rivière. Un autre repartit. Non, ne le suivez pas, rebroussez plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autre sorte. Cet homme se raillait assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison, mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira, et s'il peut encore par-delà. La belette entrait dans un grenier. Damoiselle Belette,
discrétion, la galande fit cher lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grâce, m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son soûl, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, c'est, dit-elle, l'endroit, me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat qui la voyait en peine lui dit: vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons point par trop approfondir leurs affaires avec les vôtres. Le chat et un vieux rat. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certain auteur, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souricières, n'étaient que jeu au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est un châtiment qu'il a fait un larcin d'euros ou de fromage, égratigner quelqu'un, causer quelque dommage, enfin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats, puis ressortant font 4 pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant. Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez toutes au logis. Il prophétisait vrai, notre maître mitisse pour la seconde fois les trompes et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisé se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La gentrotte menue s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'un tour. Même il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin au général des chats. Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu seras sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui, j'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté. Ah voilà, nous avons terminé le livre 3e. Donc nous lirons le livre 4e une prochaine fois. J'espère que cela vous aura plu et détendu.